Bienvenue à Histoire révélée. La route traversant la réserve faunique des Laurentides est une porte d'entrée sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et cela ne date pas d'hier. Aujourd'hui, nous explorerons le potentiel archéologique de ce parc ainsi que l'occupation de son territoire. Ensuite, nous parcourrons les sentiers et les routes qui ont précédé celles que l'on connaît et que nous parcourons encore aujourd'hui. Puis, nous nous aventurerons à travers les forêts boréales de la fin du 19e siècle, avec le récit de l'épopée des Davenport. Par la suite, nous nous remémorerons la chapelle de l'étape et la tragédie qu'elle commémorait. Finalement, nous explorerons les archives pour comprendre les défis uniques liés au traitement des grands formats. Préparez-vous à être émerveillés par ces récits captivants. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par ces histoires révélées. L'occupation du territoire du parc des Laurentides a évolué au fil des millénaires. À travers les découvertes archéologiques, on retrace l'histoire des populations qui ont traversé et habité cette région. Comment le territoire était-il occupé? Qu'est-ce qu'on peut en voir aujourd'hui? En fait, le territoire du parc des Laurentides, de ce qu'on appelle le parc des Laurentides, ne pourra pas être occupé, je vous dirais, avant peut-être 7000, 8000 ans, parce qu'on a le retrait des glaciers qui s'opère. On parle d'un endroit qui va être assez autour de 10 000 ans, très désertique. Là. On n'a pas de faune. Il faut comprendre que le lac Saint-Jean est dégagé, mais les glaces sont encore quand même très hautes. Fait que le climat, là, veut pas, il doit avoir des climats très froids. Et l'été doit être encore très froid. Les Premières Nations qui, souvent vont migrer dans leur cycle, en fait, vont suivre les animaux. Donc, avant que les caribous viennent s'établir, avant que la faune et la flore deviennent ce qu'elle est aujourd'hui, ça va prendre quand même un certain temps. Donc, on parle des occupations d'à peu près, je vous dirais, si on regarde ici, Rivière-Sainte-Marguerite, on a du 7000 ans d'occupation. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un 5000 ans d'occupation, 5000 à 5500 ans. Donc, on pense que le parc des Laurentides va probablement avoir des occupations, si on regarde, qui vont être autour de ça. Là. Plus la période va avancer dans le temps, si on veut, plus les populations vont s'ancrer sur le territoire. Et puis là, il y a autour de 3000 ans, étant donné qu'il y a des populations qui, elles, ont pratiqué plus l'agriculture autour du Saint-Laurent, ça va créer une espèce de clivage parce que toutes ces Premières Nations-là vont s'échanger entre elles, les matières premières, vont se voir, vont faire des alliances. Les groupes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, probablement aussi du parc des Laurentides, ceux qui viennent ici, vont moins se promener. Et puis là, on va utiliser beaucoup plus la matière première locale. Donc, quand on parle de matière première locale, on parle de la calcédoine du Lac-Saint-Jean. Et celle-là, c'est un bon indicateur quand on la trouve sur des sites archéologiques, c'est un bon indicateur. En fait, ça nous indique que les groupes du Lac-Saint-Jean, en fait, qui vont l'utiliser beaucoup, parce qu'elle est à l'île aux Couleuvres, à Chambord uniquement. Donc, quand on en trouve comme au Lac-Saint-Charles, Michel Plourde dit que les groupes du lac vont monter jusqu'au Lac-Saint-Charles. Si on pense aux groupes qui peut-être pouvaient utiliser. On n'a pas de données actuellement qui laissent penser que les Iroquois du Saint-Laurent, par exemple, vont rentrer aussi profondément à l'intérieur des terres. Par contre, les Inuits, clairement, vont probablement s'aventurer. Il y a une Nistasinan, c'est quand même assez grand. Est-ce qu'avant, il va y avoir du monde quand on parle souvent de Québec, proche de Québec? À partir du moment où les Hurons vont arriver, probablement qu'ils vont venir aussi dans la partie de la réserve faunique des Laurentides. Mais encore là, les traces sont ténues. Revenons un peu au site recensé dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme la réserve faunique des Laurentides, majoritairement situé autour du lac Jacques-Cartier. Lac Jacques-Cartier, on en a 21. Lac Métabetchouan, on en a 25. Puis pourquoi est-ce que c'est particulièrement autour de ces lacs-là? Ça, c'est parce que probablement que c'est les seules places où il y a eu du développement urbain et où, à peu près dans les années 70, les premiers archéologues amateurs vont aller faire des collectes de surface. Et avoir des sous, évidemment, on pourrait peut-être mieux documenter ces occupations-là. Mais là, il n'y a même pas eu de fouilles. Il n'y a jamais eu de grands chantiers. Les sites sont recensés. Sont recensés, mais ne sont pas fouillés. C'est ça. Donc, souvent, ça a été des campagnes d'inventaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des travaux routiers, par exemple, ou des
personnes qui ont fait des déclarations fortuites, donc qui ont découvert les sites et qui l'ont répertorié, mais il n'y a jamais eu de grands travaux archéologiques. Ce qui est décevant pour nous, c'est que c'est des vestiges. C'est vraiment des pans du passé qui sont perdus, mais qu'on aurait quand même. C'est tellement des nouvelles données à aller chercher à propos de l'exploitation du territoire chez les Premières Nations. On pourrait avoir des surprises, on pourrait découvrir des aires de combustion, on pourrait mettre des dates. Suite à ça, on pourrait aller sonder d'autres endroits. Et donc, on pourrait justement essayer de retrouver ce qui a été perdu ou ce qui n'est pas documenté aujourd'hui. C'est un peu ce qui est beau avec l'archéologie. On ne sait jamais ce qu'on va retrouver non plus. Hein? Non. Il y a un aspect c'est toujours une surprise. Merci beaucoup, Noémie. Ça fait une conversation plaisir. très agréable. Merci. Bien avant que la route 175 soit construite, le Sentier des Jésuites parcourait le parc des Laurentides. En compagnie de Louis Lefebvre, qui a mené plusieurs expéditions dans ce territoire, nous revenons sur son histoire, son tracé et son influence sur la route actuelle. Pouvez-vous nous expliquer, M. Lefebvre, l'importance puis qu'est-ce que le Sentier des Jésuites? Le Sentier des Jésuites, déjà, c'est une fausse représentation parce que c'est en réalité un sentier autochtone. OK. Qui aurait au moins 5000 ans d'existence, qui permettait pour les Inuits montagnais, à des temps préhistoriques anciens, de traverser de Québec jusqu'à Desbiens, à l'embouchure de la rivière Métabetchouan. Puis, c'est un peu ce qui a donné l'orientation pour tous les chemins qui vont suivre par après. Comme le chemin de colonisation pour les voitures à cheval, là, en partant de Québec jusqu'à Stoneham, de Stoneham, ils montaient jusqu'ici, mais ils cherchaient toujours à se rendre à Métabetchouan, qui était un peu la capitale de la nation des Kakouchaks, là, la tribu des Inuits montagnais du Piéquagami, du lac Saint-Jean. Puis c'est un sentier que vous-même, vous avez parcouru. Bien, au complet, à 2 reprises, en plus d'avoir fait plusieurs autres reconnaissances pour un 5 jours ici, un 4 jours là, ou ma deuxième traversée, là, qui en est partie sur le lac Saint-Jean pour aboutir sur la rivière Saint-Charles à Québec, là, au parc Cartier-Brébeuf, bien, ça nous a pris 17 jours. Parlons un peu de ce qui est devenu ce sentier, d'une certaine façon, le tracé qui est maintenant le boulevard Talbot ou la route Antonio Talbot. Est-ce que cette route-là suit un peu le tracé que l'occupation autochtone a utilisé à l'époque? Pas du tout. Le sentier des Jésuites, le sentier Innu montagnais, là, il est au moins à 40 ou 50 km plus à l'ouest. Il suit en partie la rivière Jacques-Cartier, pour traverser sur la Métabetchouan, qu'on peut redescendre sur 150 km jusqu'au lac. Ici, il y avait un sentier autochtone qui venait jusqu'au lac Jacques-Cartier. Mais après ça, les sentiers se diffusent sur le plateau. Parlons un peu de la route, de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a passé par plusieurs étapes avant de devenir le 4 voies divisé qu'on connaît. Ça a commencé d'abord par le chemin du curé Tremblay. Ça, c'est le curé de Beauport, Grégoire Tremblay. Lui, c'était d'amener des colons de Beauport jusqu'au lac Saint-Jean. Parce que dans les années 1830, 1840, quand on a découvert les terres là, autour du lac Saint-Jean, c'était devenu l'Eldorado agricole du Québec, là. Pendant l'été 1863 et 1864, on a ouvert le sentier autochtone pour se rendre jusqu'ici au lac Jacques-Cartier. Déjà, à l'hiver 1865, il y a des caravanes de carrioles, de voitures à chevaux qui montaient pour venir pêcher ici. À l'hiver 1865, il y a un Jean Gagnon avec un nommé Syriac qui, eux, avaient décidé, parce que
les gens du lac avaient hâte que ce lien direct puisse se faire et non pas seulement toujours par le Saguenay. Alors, il a remonté du lac Kenogami en raquette la rivière aux Écorces, puis à l'endroit qu'il a jugé propice, là, il est parti puis il a plaqué un chemin qui est devenu la route 169 qu'on connaît aujourd'hui, mais qui passait par les portes de l'enfer. Puis 2 ans plus tard, le chemin d'hiver était prolongé pour se terminer à Desbiens, et plus tard, ils l'ont dévié sur Saint-Jérôme de Métabetchouan. Le nom des portes de l'enfer, c'est qu'un peu plus loin d'ici, vers le nord, dans la vallée de la rivière Picoba, il y a comme 2 promontoires qui forment une sorte de défilé. Puis pas loin de là, il y avait un camp. Puis pour les voyageurs qui arrivaient du lac Saint-Jean en voiture à cheval, il avait été abrité pendant presque tout le long du voyage par la forêt. Mais là, ils savaient que le lendemain, là, il allait se retrouver sur le haut plateau à 800 mètres, puis il devait traverser. Alors là, il disait, nous sommes aux portes de l'enfer. C'est absolument fascinant. Merci beaucoup pour cette conversation, M. Lefebvre. Ça me fait plaisir. À la fin du 19e siècle, un couple d'aristocrates anglais entreprend un voyage périlleux vers le lac Saint-Jean. Ève-Michel Tremblay, anthropologue et auteur du livre Le voyage de Madame Davenport, nous rapporte cette épopée rocambolesque. Premièrement, Madame Tremblay, qui sont les Davenport? Alors, les Davenport, c'est un jeune couple d'Anglais, d'Angleterre, qui faisait partie de l'aristocratie anglaise et qui sont venus s'installer au Québec à peu près, on pense, vers l'été ou l'automne 1870. Et Madame Davenport était vraiment une aventurière. Et elle avait entendu parler de la fameuse région du lac Saint-Jean et d'une belle route gouvernementale qui y conduisait. Alors, elle a voulu vraiment se payer, je dirais, un beau voyage d'agrément jusqu'au lac Saint-Jean. Ils sont partis de Québec à cheval, c'est ça? À cheval, c'est ça. Ils sont partis de Québec à cheval parce que Madame Davenport était une écuyère émérite, vraiment. Elle avait toujours fait de l'équitation en Angleterre. Et ils ont emmené avec eux leur cocher qu'ils avaient à Québec. Et ils ont embauché une autre personne avec un chariot pour transporter les bagages, la nourriture pour les chevaux. Et en chemin, ils ont embauché aussi un guide autochtone. Ce qu'ils avaient compris avant de s'embarquer dans cette épopée-là, c'est qu'il y avait un chemin, que c'était pas la forêt vierge qui les attendait. Absolument, absolument. Toute l'information qui circulait à Québec, c'est qu'il y avait une nouvelle route gouvernementale, une toute nouvelle route qui avait été construite par le gouvernement pour relier Québec au lac Saint-Jean. Pouvez-vous nous raconter un peu l'épopée? Qu'est-ce qui s'est passé pour les Davenport? En fait, ça a été un voyage infernal, absolument infernal. D'ailleurs, Madame Davenport avait écrit son journal de bord tout le long du voyage et dans son introduction, elle mentionne, elle dit « Si j'avais été au courant de l'état de cette route-là, jamais j'aurais envisagé de m'aventurer dans cette contrée-là, dans cette forêt boréale-là. » À partir de Québec, jusqu'en approche un peu de la rivière Jacques-Cartier, il y avait une route qui était quand même assez praticable. Ça allait bien. Ça allait bien. Mais en approchant de la rivière Jacques-Cartier, il n'y en avait plus de route ou presque. C'était vraiment les premières ébauches d'une route. Alors, le chariot qui transportait tous leurs bagages s'est effondré dans le chemin. Donc,
Là, il n'y avait plus de chariot pour porter leurs bagages. Là. Puis là, ils étaient partis pour une semaine. Là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris les bagages et ils ont attaché tous les bagages sur le dos des chevaux. Ils avaient 4 chevaux à ce moment-là. Et ils ont continué comme ça. Donc, le périple qui devait se faire à cheval, bien, finalement, c'est continué. C'est fait à pied. Il s'est fait à pied parce que là les bagages étaient tous sur le dos des chevaux. Et ça a été vraiment d'aventure en aventure. Là. Arrivé au lac Jacques-Cartier, les ouvriers, il y avait quand même un camp où étaient logés des ouvriers. Ils leur ont dit, on va vous faire traverser le lac en bateau. Et rendu à l'autre bout du lac, on leur avait dit, mais après ça, le chemin, il va être beau. Sauf qu'il n'y en avait plus de chemin. C'était ce qu'on appelle un chemin d'hiver. Ça circulait l'hiver, oui, mais ça circulait, par exemple, dans des endroits où c'était dégagé qu'il n'y avait pas d'arbres, comme les marécages. Les marécages sont gelés en hiver, donc il n'y avait pas de problème en hiver, mais en été, c'était une autre paire de manches. Là. Ensuite, quand ils quittaient les marécages pour aller en pleine forêt, c'était juste une trouée dans la forêt. Donc, le chemin qui était plus ou moins visible, puis c'était pas toujours très bien indiqué. Donc, ils ont perdu leur chemin 3-4 fois. Puis il faut dire qu'ils étaient partis 5 pour une semaine. Mais la périple a duré 2 semaines. Et quand la charrette s'est effondrée, pour porter les bagages, ils avaient embauché 2 autres guides autochtones. Donc, ça veut dire qu'ils ont été 2 semaines à 7 personnes au lieu... Avec une semaine de nourriture. Une semaine de 5. nourriture. Et il faut dire aussi que les moustiques... On est en plein été On dans est au la mois réserve d'août. faunique des On Laurentides. est au mois d'août en pleine forêt boréale. Alors, c'était tellement épouvantable. Et pour les humains et pour les chevaux, d'ailleurs. Hein. Puis, à un moment donné, Mme Davenport a dit dans son journal qu'elle était obligée de dormir assise tellement elle avait le cou enflé par les piqûres de mouches. Puis son mari était tellement piqué aussi que le sang coulait de ses oreilles. Ils ont fini par se rendre, cependant. Ils ont fini par voir le lac Saint-Jean. Ils ont réussi à se rendre à la rivière des Écorces. OK. Mais rendu à la rivière des Écorces, il y a des gens qui les attendaient parce qu'il y a un guide autochtone qui était parti en avant, qui est allé à Héberville pour aller chercher du secours. Et quand ils sont arrivés à la rivière aux Écorces, là, il n'y avait plus de nourriture depuis 2 jours. Et Mme Davenport avait tellement les pieds blessés qu'elle n'était plus capable de marcher. Et ils ont été obligés de la transporter pendant 2 jours jusqu'à Héberville. J'imagine qu'ils ne sont pas repartis par le même chemin. Non, effectivement. M. Tremblay, qui les avait hébergés à Héberville, les a amenés jusqu'à BDA par le chemin Kenogami pour leur faire prendre le bateau. Et ils sont retournés à Québec en bateau. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Ça fait une conversation fabuleuse. Merci. Bonjour Sarah-Jeanne. Aujourd'hui, on discute d'un sujet important dans le monde archivistique, les grands formats d'archives. Peux-tu nous en dire plus? Oui, on conserve environ 22 500 cartes et plans qui sont de grandes dimensions, mais on va avoir aussi des photographies, des affiches ou des œuvres d'art qui sont de grandes dimensions aussi. Et comment leur grande taille apporte un traitement différent par rapport aux autres documents? Au niveau de la manipulation, bien, ils sont un petit peu plus délicats, vu qu'ils sont un petit peu plus complexes à déplacer, si on veut. Mais c'est surtout aussi au niveau de leur localisation. Les grands formats, le plus souvent, on va les ranger dans les tiroirs à plans. Donc, ils ne seront pas avec le reste du fonds d'archives. Si la majorité des documents du fonds sont de format standard, les documents vont être dans des boîtes standards, là, 22 cm, alors que les grands formats vont être localisés ailleurs dans les tiroirs à plans,
Donc, quand on arrive au moment de la gestion des localisations, bien, il faut être particulièrement rigoureux là, pour ne pas faire d'erreur. J'imagine qu'on les numérise régulièrement afin de les consulter. Oui, on numérise pas tout par contre, parce que ça ferait beaucoup trop. Mais oui, on va prioriser les documents qui sont d'une grande valeur ou qui sont très fragiles, parce que c'est certain que la numérisation permet de protéger les originaux parce que ça limite la manipulation directe des documents. C'est important de préciser que même si on numérise les documents, on conserve toujours les originaux. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le processus de numérisation? Oui, ou si tu veux, on peut en numériser un ensemble. Mais bien sûr. Alors, l'idée, c'est de le centrer le plus possible, puis le mettre le plus droit possible aussi. Puis là, on a senti que la machine a comme aspiré le document. Alors là, avec les lignes, on s'assure qu'on est bien droit. Puis toi, si tu veux, tu peux nous peser sur le piton. Alors, c'est ce que ça donne une fois le fichier numérique terminé. C'est quand même un document là, de 4,5 mètres de long. Là. Puis, on a aussi modifié le fichier. Donc là, on a la version modifiée où les contrastes ont été augmentés. C'est vraiment l'avantage avec le numérique de pouvoir améliorer les fichiers là, puis augmenter l'intelligibilité de l'information. Un grand format comme ça, qui vient les consulter en salle? On a beaucoup de chercheurs. On a souvent, par exemple, des architectes ou des ingénieurs dans le cadre là, de projets de préservation du patrimoine bâti, par exemple, ou de rénovation. Ils vont avoir besoin de connaître l'historique des bâtiments ou des lieux. Alors là, à ce moment-là, on va leur préparer les cartes ou les plans, dessins techniques dont ils vont avoir besoin. Donc, la diffusion de tels documents sont dans des grands projets d'envergure. Oui, nous, on a aussi nos propres diffusions, mais ça arrive aussi qu'on va produire des reproductions pour des musées, pour des expositions, pour des livres ou des émissions de télé aussi. Merci beaucoup, Sarah-Jeanne, pour ces informations. C'était très intéressant. Autrefois un repère emblématique pour les voyageurs, la chapelle de l'Étape commémorait une tragédie aérienne marquante de 1950. Aujourd'hui disparue, elle demeure cependant dans la mémoire de Pascal Huot, ethnologue, qui nous raconte son histoire. La chapelle de l'Étape, maintenant disparue, témoignait d'une tragédie. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette tragédie-là? Oui, bien dans le fond, la tragédie en question, c'est arrivé en 1950. C'était un pèlerinage de Québécois qui étaient partis à Rome pendant un mois. Ils ont fait un pèlerinage d'un mois pour se terminer avec les célébrations de l'Assomption prononcées par le pape Pie XII. Ça, c'était le 1er novembre. Et le 12 novembre, c'était la béatification de Marguerite Bourgeois. Donc, il y avait des Québécois qui étaient sur place pour ces événements-là. Et le 13 novembre, le lendemain, certains reprenaient l'avion pour revenir au pays. Et l'avion s'est écrasé sur un sous-sommet du mont Obius, dans les Alpes françaises. Les 58 passagers et membres d'équipage sont tous décédés sur le coup. Là. Il n'y a eu aucun survivant. C'est pour commémorer cette tragédie-là, là, dans le fond, là, que la chapelle elle a été construite. C'était aussi pour faire un retour quand il est revenu au Québec. Aussi, originalement, c'était la chapelle de l'Assomption. Donc, elle avait une vocation de rappeler le dogme de l'Assomption. Elle n'était pas supposée de servir pour la tragédie. Elle devait déjà être construite. Donc, elle a conservé le nom de l'Assomption, mais le ministre Pouliot a rajouté un ex-voto à l'intérieur pour la tragédie. La chapelle, maintenant disparue, comme on disait tout à l'heure, a été construite en 1950, à peu près au même moment que la route, mais a quand même servi comme lieu de culte pendant un certain moment. À partir de 1950, elle servait c'était une desserte de la paroisse de Stoneham. Donc, il y avait des cérémonies qui se faisaient à l'occasion, mais les livres n'ont été ouverts seulement qu'en 1967. Donc, elle n'a pas servi très longtemps avec les livres. En 1989, elle est déjà désacralisée.
Donc, il n'y a plus rien qui se passe. La chapelle est laissée à elle-même à partir de 1989. À partir de sa désacralisation, qui s'en occupe? Il faut savoir que la chapelle était située sur le territoire qui est géré par la CEPAC. Donc, c'est eux qui devaient s'en occuper parce qu'elle était sur leur territoire. L'Église catholique ne voulait pas la récupérer non plus. Elle a été laissée elle-même. Puis, au fil des années, elle s'est détériorée à un point tel que c'était rendu même dangereux. En 2022, la CEPAC a procédé à sa destruction. Elle faisait quand même point fort de l'arrivée à l'étape pour ceux qui quittent le Saguenay pour se rendre vers Québec. Elle était visible à partir de la route, évidemment. À quoi ressemblait l'état de la chapelle? Vous l'avez visité quelques fois. Oui, bien en réalité, moi, c'était un point de repère pour moi, justement, qui faisait beaucoup Québec-Chicoutimi à une certaine époque. Et j'arrêtais souvent ici, justement, pour prendre mes courriels au lieu d'arrêter à l'étape où il y avait beaucoup de circulation. C'était plus paisible. Il faut aussi savoir que la chapelle, en 2015, était laissée à elle-même face aux intempéries. Là. Et la chapelle était, il faut le dire, là, dans un état piteux. Là. La façade, la porte d'entrée principale était placardée, les vitres étaient fracturées, on rentrait dans le sous-sol, les marches pour descendre au sous-sol n'existaient plus, mais les vandales avaient installé une table, donc on descendait sur une table, et il y avait un escalier qui montait dans le fond, derrière l'hôtel, et cet escalier est encore en parfait état. Et à l'intérieur, j'ai documenté en photographie. Pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de la sauvegarder? Bien, c'était important de la sauvegarder principalement parce que c'était le seul lieu au Québec qui remémorait la tragédie du Montbius. Il y a un cimetière, les corps n'ont jamais été rapatriés au Québec. Ils sont enterrés, dans le fond, près de Grenoble, dans un cimetière qu'on appelle le cimetière des Canadiens. C'est la seule place où les familles peuvent aller se recueillir. C'était pas un bâtiment qui était classé. Il faut savoir que c'est pas un bien patrimonial. Donc, la seule valeur qu'elle avait, elle était symbolique parce que le ministre Pouliot avait fait installer un ex-voto en mémoire, en commémoration. Merci beaucoup pour cette conversation, Pascal. Ça me fait plaisir. Merci à vous.